tant que je sais que c'est pas parfait, je n'agis pas. Donc là, il faut que je me pousse à agir, même si c'est pas parfait, pour progresser, mais il faut que je me pousse à agir sur le sujet. Bonjour Hervé. Bonjour Bouchra. Salut Hervé. Salut Nicolas. Bienvenue dans le podcast La Voix du dirigeant. Merci à vous de m'avoir invité. Et ce podcast a pour but de révéler les secrets du monde de l'entrepreneuriat et surtout révéler le fait qu'un entrepreneur doit être résilient et que ce n'est pas la vie rêvée forcément. En effet. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Hervé, donc je suis formateur consultant en technique de vente, négociation, vente. Après une première carrière dans le commerce, notamment en B2B, vente aux professionnels exclusivement, j'ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la formation et de l'accompagnement auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc aujourd'hui, j'interviens sur des dispositifs de formation, conseiller commercial, négociateur technico-commercial, sur des BTS NDRC, etc. Donc tout ce qui touche à tout ce qui est diplômant. Mais j'interviens aussi en entreprise où, après un audit commercial, je leur apporte mon expertise sur les axes d'amélioration auprès de leur force de vente pour qu'ils puissent à terme développer se développer commercialement, quoi. Voilà. À côté de ça, j'ai développé aussi d'autres dispositifs de formation liés aux techniques de recherche d'emploi et notamment dans le domaine de l'insertion, où j'ai développé mes propres méthodes et démarches pédagogiques sur un dispositif qui m'est propre et sur lesquels j'accompagne mes apprenants dans la prise de conscience de qui ils sont, dans quel environnement ils sont, pour justement se valoriser ensuite lors d'un entretien d'embauche auprès d'un recruteur. Cette formation s'appelle notamment « Recrute ton recruteur ». Moi, ce que j'entends, c'est que tu as deux cibles distinctes, Oui. deux types, oui, chacune avec ses offres différentes. Tout à fait. Et tu es en train de dire que tu as deux entreprises différentes ou c'est la même entreprise? C'est la même entreprise qui s'appelle Formation 2H, Formation RVU tout simplement, puisque quand j'ai cherché un nom pour mon entreprise, tout mon entourage m'a dit « tu as une personnalité qui est quand même bien marquée, il serait bien de capitaliser sur qui tu es ». Donc j'ai pas fait très original certes, mais donc du coup au départ je suis parti sur F2H et aujourd'hui je m'appelle Formation 2H. Et j'aime bien le côté recrute ton recruteur. Moi ça me fait penser à une formation à un moment donné qu'on avait, d'ailleurs qu'on a encore, qui est Manage ton manager. Aussi intéressante. Ouais. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Quelle est la plus grosse difficulté que tu aies rencontrée dans ta vie d'entrepreneur ? Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai rencontré une très grosse difficulté, mais comme beaucoup de monde, je pense, lors de la crise de la Covid. Voilà, je me suis retrouvé seul, très isolé pendant un sacré paquet de temps. Et quand je dis seul, c'est en appartement, tout seul. Mon fils ayant pris l'option d'aller chez sa grand-mère où il y a du terrain, etc., ce qui est tout à fait compréhensible. Se retrouver seul et désociabilisé totalement, c'était très très compliqué. J'ai très mal vécu le moment, une grosse commande de formation qui a été annulée, donc je me suis retrouvé avec en moyenne 8 heures de travail par semaine. Donc les premières semaines c'était bien parce qu'il a fallu tout adapter, donc j'ai eu du temps pour le faire, j'étais dans la joie et la bonne humeur, et très vite c'est tombé dans une routine, une spirale infernale qui a été un peu compliquée à gérer. Oui. D'accord, donc il y a eu un impact psychologique Complètement. Dans le fait d'être seul, mais il y a aussi un impact sur l'entreprise et sur le courant de ce qui se passe. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Après, j'ai pas plus de détails à vous donner, c'est simplement, d'un coup, voilà, j'avais une grosse commande nationale qui venait d'arriver, plus de commandes, plus rien. On arrête tout au 17 mars, donc là, j'ai plus qu'un contrat avec un centre de formation pour faire ma formation à distance. Donc je ne sors pas de chez moi, puisque de toute façon c'était interdit. Donc 8 heures par semaine, je donnais des cours à des BTS NDRC et je ne voyais personne. Et comment tu as réagi face à cette situation nouvelle ? On essaie de s'adapter, on essaie de subir le moins, mais clairement j'ai subi. Et puis, passez-moi l'expression, j'ai dû serrer les fesses jusqu'à la sortie de la crise de la Covid. Et si la question sous-jacente, c'est comment j'ai pu m'en sortir exactement, mais quand on a été déconfiné, j'ai cherché un maximum de relations sociales
Et c'est là que j'ai intégré un club d'affaires qui est devenu très rapidement une seconde famille avec qui j'ai pu créer des liens sociaux très très forts, des liens d'amitié, des liens de solidarité et je vais même aller plus loin, des liens d'amour. Pendant la période du Covid, tu nous as dit que d'un côté il y avait cet impact psychologique difficile qui a impliqué le fait d'être seul, etc. Et donc la solution, donc, tu viens de parler d'après-Covid, de rentrer dans un groupe, etc. On va y revenir. Maintenant, sur la partie professionnelle, il y a eu un impact économique. Oui. Cet impact économique et aussi un impact opérationnel, j'imagine, parce qu'on passe de formations qui sont plutôt données en présentiel à des formations à distance. Est-ce que tu as essayé de trouver des choses pendant cette phase de confinement pour régler ces deux problématiques-là? Alors, l'adaptation de mes formations, elle s'est faite quasi naturellement, puisque moi j'ai été formé à la pédagogie, donc j'ai adapté tous mes contenus pour les mettre en œuvre à distance. Ceci dit, j'ai aussi des méthodes pédagogiques qui sont basées sur l'humain, et même si je fais du collectif, on m'a rapporté que j'avais des méthodes qui se rapprochent parfois du coaching. Donc je travaille beaucoup sur l'individu en lui-même, même dans un collectif. À distance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a travaillé sur des travails en sous-groupe, on a travaillé sur des oraux, beaucoup de choses à l'oral, par téléphone, puisque dans le commerce, on travaille aussi avec le téléphone. Aujourd'hui, la visio s'est considérablement développée, même dans le milieu professionnel. Donc on s'est servi de tous ces outils pour se moderniser tout simplement. J'avais pas anticipé ce genre de choses, mais j'y ai fait face pendant les premières semaines où très vite j'ai reconstruit tous mes programmes pédagogiques pour les adapter au distanciel. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Sur la partie opérationnelle, oui, et donc sur la partie économique. Sur la partie économique, ce fut une catastrophe. D'accord. Voilà, j'irai pas plus loin, mais une catastrophe puisque je suis passé à zéro. Voilà, donc. En même temps, tu es sur du B2B et c'était une catastrophe aussi pour les autres. Donc, c'est exactement ça. Forcément, côté budget, c'était un peu difficile. Quel a été l'accueil des élèves des formations à distance? Je sais que les gens sont pas très chauds de faire de la visio, en fait, si c'était de la caméra. C'est un peu la cause de la désociabilisation, hein. On voit personne. Et puis, les jeunes prennent ça, alors au début, c'est très amusant, mais ils prennent ça un peu pour des vacances, tranquille. On est derrière la caméra, on n'a pas besoin de s'habiller, quoi que ce soit. On fait cours dans son lit, dans son canapé, etc. Donc, il a fallu, au départ, essayer de les motiver à garder un rythme en adéquation avec leur formation. Très vite, on a eu des premiers décrochages sur certaines formations, notamment chez les premières années. On a eu un taux d'abandon qui a été considérable. Des jeunes qui, clairement, ils ont décroché totalement. Et même si on le voit, qu'on essaie d'en discuter individuellement avec eux, on peut pas être tous les jours avec eux et c'est compliqué, quoi. Ça a été compliqué. Donc malheureusement pour certains, ils ont décroché et on les a pas retrouvés. Pour d'autres, ça a été dur, avec de multiples entretiens individuels par téléphone, en visio. On a pu les garder. On a sorti les rames, mais je suis pas le seul, hein, parce que je discutais aussi avec mes collaborateurs de ce centre de formation. Eux aussi ont sorti les rames pour essayer de les raccrocher au maximum, les remotiver. Mais ça a été long parce que cette période a été très longue, voilà. Et au final, je me souviens que sur cette première promo de BTS que j'ai sortie, ils sont 22 sur 23 à avoir été diplômés. Malgré toutes les difficultés, parce qu'ils ont connu le confinement en première année, ils ont connu le confinement en deuxième année, ils sortent de confinement, on leur dit c'est BTS blanc, la semaine où ils sortent de confinement, donc même si on les prépare à ça, pour eux ça a été très compliqué. Le retour que j'en ai eu, alors certains nous ont détestés évidemment, mais d'autres, pour la plupart, nous ont envoyé beaucoup de gratitude parce qu'ils ont vu qu'on avait sorti des rames et qu'on s'était... Voilà, on s'était plié en 8 pour essayer de les accompagner vers leur objectif premier, c'était de décrocher leur BTS. La solitude, on le connaît tous en tant qu'entrepreneur, que ce soit en période Covid ou même au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on est à la tête d'une entreprise, avec ou pas des employés. On est les seuls à porter cette vision, porter le fameux leader de cette idée d'entreprise. Et en plus de ça, quand on en parle dans notre entourage, alors déjà, si on a la chance d'avoir un entourage qui entreprend, alors c'est génial, mais même s'ils entreprennent, parfois ils ne comprennent pas toutes les implications de sa
boîte. Donc il y a toujours une solitude, ça c'est clair. Comment faire pour la réduire? C'est ce que tu disais, hein, une des premières idées, c'est le réseau. Le réseau, après c'était pas forcément mon idée, on est venu à moi pour me dire Hervé, tu devrais prendre contact avec une personne en particulier qui s'appelle Stéphane Pusset. Les réseaux, les clubs d'entreprise, les clubs d'affaires, voilà, c'est des gens à qui j'en avais déjà parlé, que j'avais déjà fait quelques bureaux, et à chaque fois je m'étais beaucoup ennuyé, quoi. Et voilà, donc là, Stéphane a créé quelque chose qui s'appelle la Connect Action Business, qui est juste un club d'affaires exceptionnel. C'est un réseau qui change des réseaux, comme il a l'habitude de le dire, et dans laquelle j'ai vraiment trouvé une seconde famille, qui m'a redonné vraiment un peps, la dynamique que j'avais d'avant Covid, et voilà, avec des liens sociaux très forts. Ouais, donc en fait, c'est ça, finalement, la façon de te retourner par rapport à ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, qui a créé une solitude encore plus importante qu'en dehors du Covid. Ça a été de dire, je vais me créer un cercle qui sera accessible même si ça revient. Même si ça revient. Alors à distance, évidemment. Mais au moins, j'aurai des contacts, j'aurai des personnes qui me comprennent dans ma situation. C'est exactement ça. Et je peux avancer. C'est exactement ça. Du coup, tu parlais tout à l'heure d'amitié et même d'amour. Oui, je parlais d'amitié, puisque au sein de la LCAB, de ce club d'affaires, en tout cas, j'ai rencontré des personnes formidables. Je pense que c'est pas pour rien que je suis ici d'ailleurs aujourd'hui, merci encore une fois. Mais Stéphane est entouré de gens qui le recrutent. C'est pas un club auquel on souscrit comme ça en disant ça y est, je paye la cotisation et c'est fait. Non, Stéphane recrute, donc il essaie de recruter des personnes aussi diverses et variées que bienveillantes. Donc c'est important. Et oui, je me suis fait quelques belles amitiés et j'ai rencontré ce que j'espère être la femme de ma vie. En tout cas, j'y crois fort. Félicitations. Voilà. Merci à elle en tout cas et à tout son soutien, puisque même aujourd'hui, même sortie de Covid, elle est toujours là pour me soutenir. On se soutient mutuellement puisqu'elle est entrepreneuse aussi. Hein. Elle est photographe, elle est artiste, photographe, chanteuse. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'aide au quotidien et que je remercie beaucoup. Merci ma chérie Gwen Beauvillain. D'ailleurs, si tu veux venir faire une interview, on serait ravis de t'accueillir. Gwen, l'invitation est lancée. Donc je vais passer à la question suivante, Hervé. Quelle est la décision la plus difficile ou la plus complexe que tu aies eu à prendre en tant qu'entrepreneur? C'est une décision que j'ai prise il y a peu de temps. C'est d'adapter mes formations, en tout cas certaines connaissances, sous une nouvelle forme pour toucher un autre public. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle des capsules vidéo, qui seront des modules de formation, des séquences de formation. Je vais voir, c'est pas encore tout à fait défini, qui feront entre 5 et 20 minutes chacune et que je disposerai sur mon site internet ou sur d'autres organismes de formation qui me soutiennent aussi, qui me couvrent au niveau Calliope notamment, pour que chacun puisse se former à son rythme depuis chez soi. Une sorte de formation popcorn à prendre dans le métro, C'est exactement ça. Une vidéo sur laquelle je viens juste les mettre en réflexion sur un sujet, je leur donne des exemples, je fais des démonstrations, etc. Pour l'instant, tout n'est pas encore défini, j'ai pas encore créé tous les déroulés pédagogiques, tout le contenu, donc je n'en dirai pas plus, mais je pense que c'est une décision que j'ai eu du mal à prendre parce que même si je sais qu'il y a une demande, je suis pas à l'aise avec l'outil vidéo, etc. Donc voilà, je suis poussé par certains partenaires et par ma partenaire, Gwen Beauvillain, qui me pousse à faire ce genre de choses, donc je vais m'y mettre. Donc la difficulté de la décision dont tu parles vient de la zone de confort. Exactement. Et de comment... c'est en gros de la décision de sortir de sa zone de confort pour créer quelque chose de nouveau. C'est ça. Donc tu dis qu'un moyen de faciliter ça, c'est d'avoir quelqu'un qui pousse derrière. C'est ça. Alors, voilà, comme on disait, la solitude de l'entrepreneur, finalement, ça... Pourquoi? Ouais, toi tu m'as poussé derrière pour faire les vidéos, tu m'as dit Bouchra, tu rentres dans cette pièce, vas-y tiens la caméra, débrouille-toi. J'ai passé 2 heures à dire bonjour à la caméra, mais je me sentais mal à l'aise quoi, la caméra, le mur et moi. Non, là j'ai du monde qui pousse derrière, et puis après j'ai aussi, ma façon d'agir, c'est que je veux toujours que tout soit parfait. C'est une caractéristique que j'ai, et tant que je sais que c'est pas parfait, je n'agis pas. Donc là, il faut que je me pousse à agir, même si c'est pas parfait, pour progresser, mais il faut que je me pousse à agir sur le sujet. Donc il y a le fameux
Driver. Ouais, il y a le driver soit parfait. En fait, c'est l'inverse, c'est de dire il vaut mieux fait que parfait. Tout à fait. Mais je me suis fait accompagner pour ça. Hein. J'ai pris conscience de certaines choses et après test, voilà, je me suis fait accompagner pour prendre conscience de qui je suis aussi, parce que je croyais savoir qui j'étais, mais je savais pas tout. Ouais, c'est bien. Il faut souvent, on dit, nous, on a tendance à porter ce message, c'est que pour entreprendre, il faut commencer par ça. Il faut commencer par comprendre qui on est, que ce soit pour entreprendre ou pour être un leader ou un manager dans une entreprise. Avant tout, il faut savoir qui on est. Quelles sont nos forces, nos faiblesses, comment on peut les... c'est une fois qu'on sait qui on est et quels sont nos points forts et nos points faibles, qu'on peut réellement derrière tirer le meilleur des personnes qui sont autour de nous. C'est un peu un SWOT personnel, hein, mes forces, mes faiblesses, les opportunités, les menaces. Mais en fait, ce que je n'appliquais pas à moi-même, c'est ce que j'applique en formation. C'est-à-dire j'ai mis en place une méthode qui s'appelle les 3 C. Conscience, choix, compétence. C'est-à-dire que d'abord, il faut prendre conscience de qui je suis, dans quel environnement je vis. On en parlait encore tout à l'heure. Hein. Pour tout ça, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, c'est quelles sont mes valeurs aussi. Et derrière, je vais pouvoir agir en faisant des choix. Je fais le choix de faire ça, je fais le choix de penser comme ça, je fais le choix de dire cela, etc. Et une fois qu'on a fait ces choix, eh bien, en agissant, on acquiert des compétences, le 3e C. J'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait, en sachant qui on est, on fait des choix et en fait, on est aligné avec soi-même au lieu de dire oui à tout va et de saisir des opportunités qui au final ne nous correspondent pas. C'est ça. L'alignement avec soi-même, j'entends beaucoup parler, excuse-moi Nicolas, j'en entends beaucoup parler, c'est vrai que d'être aligné, alors je sais pas trop ce que ça signifie réellement, mais j'en entends beaucoup parler. En fait, ça signifie que le moi profond, enfin, qui on est, hein, quand on fait ce travail de le comprendre, correspond aux différentes casquettes que l'on joue au quotidien. On est un papa, on est un mari, on est un entrepreneur, on est un salarié, on a un métier, etc. On joue au hand, voilà, on fait des trucs. Et derrière, les actions aussi. Toutes les actions au quotidien. Et donc, en fait, ces choses-là doivent être alignées ensemble et correspondent, en fait, au moi profond. Derrière, ça permet de ne pas trahir ses valeurs, de ne pas trahir... et d'être heureux dans ce qu'on fait et de savoir pourquoi on fait les choses. De ne pas jouer la comédie. En tout cas, on peut jouer la comédie, mais à condition d'en avoir conscience et de le faire volontairement plutôt que de le subir. Voilà. On parlait justement du nouveau format, nouveau public aussi. Tu nous as rien dit sur le public? Pour l'instant, j'ai pas encore bien défini la cible. C'est pour ça que je ne sais pas encore comment créer le contenu, puisque la cible est encore un peu floue pour moi. Est-ce que je vais viser des salariés qui veulent se former ou monter en compétences dans le domaine du commerce? Est-ce que je vais viser plutôt des demandeurs d'emploi à travers des formations, accompagnements, capsules vidéo qui orientées demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément les moyens de se payer la formation présentielle, mais sachant que ça restera payant hein, de toute façon, donc et non pris en charge. Donc, alors qu'aujourd'hui, Pôle Emploi propose d'autres, Pôle Emploi et d'autres administrations hein, proposent des accompagnements à la recherche d'emploi, mais qui sont considérablement différentes des miennes. Donc bon, pour l'instant, c'est pas encore bien défini. D'accord. C'est intéressant. De toute façon, comme tu dis, hein, c'est difficile de faire avant de savoir pour qui tu le fais. Exactement. Ah non, c'est la première chose à faire, c'est déjà la problématique à identifier. Maintenant, il faut que quelle solution j'apporte, ça je l'ai, mais quelle est ma cible? Et tant que j'ai pas défini ma cible, je ne peux pas aller plus loin. Ok. On va passer à la question suivante, qui est tout simplement, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter de cet ordre-là? Ouais, une anecdote, ouais, alors j'en ai plein, hein, mais j'en ai une en particulier qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est celle qui a engagé ma reconversion du commerce vers la formation. L'anecdote, c'était en 2014. Un soir, je rentre le vendredi, je vais chercher mon petit bonhomme à l'école. À l'époque, il a 7 ans, Corentin. Un petit garçon qui est adorable, gentil, poli, assidu, altruiste, travailleur. Enfin, il est studieux. Enfin, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Le fils de son père. J'étais pas du tout comme ça à son âge, pas du tout. C'est pas du tout. Il est bien plus mature que son papa. Et un vendredi soir, comme tous les vendredis soirs, pour couper de la semaine, c'est apéro. Donc on rentre à la maison, on pose des affaires, je sais plus ce qui se passe. Et d'un coup, j'ai mon gamin qui surgit dans le salon, qui se pose devant moi et qui dit « Papa, pourquoi tu râles tout le temps? Pourquoi tu m'engueules tout le temps? T'es tout le temps en train de râler après tout le monde. » Et là, venant de ce petit bonhomme qui est d'une gentillesse extrême, oh, j'ai pas su quoi répondre. Ça sortait de nulle part?
ça sortait de nulle part. Certainement que je venais de l'engueuler ou je ne sais quoi, je sais pas, enfin, je me souviens pas ce qui s'était passé. Et ce petit bonhomme là qui se pose là devant son père, hein, qui est haut comme 3 pommes à l'âge de 7 ans, quoi, et qui va avec conviction, et je l'avais jamais vu comme ça. Donc, et en fait, ce moment-là, je l'ai ruminé intérieurement pendant presque un an. Voilà. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, c'est vrai que je râlais tout le temps, en permanence. J'étais aigri par je ne sais quoi, et en fait, j'ai réussi à trouver la réponse, c'est que, en fait, c'était mon boulot. Les déplacements permanents, le management, la pression des chiffres, etc., etc. Enfin, un tout qui faisait que, j'étais jamais à la maison, en plus. Donc, compliqué, et donc, j'ai décidé de tout plaquer. J'ai tout plaqué, j'ai fait un bilan de compétences, parce que j'avais au fond de moi l'envie de m'orienter vers la formation, mais qui je suis pour prétendre pouvoir former d'autres personnes. Voilà. Donc j'ai fait un bilan de compétences qui a fait ressurgir la direction commerciale de la formation. J'ai dit, hop là, formation, c'est bon, c'est validé, allez, je me lance. Donc j'ai refait une formation commerciale pour réapprendre les bases du commerce, et piqûres de rappel. Vous savez, si vous deviez repasser le permis aujourd'hui, tuteur de conduite, je pense que ce serait pas du luxe. Hein. Oui, pour se remémorer les théories, qui a dit quoi, les bons mots. Ensuite, j'ai passé 9 mois en formation pour apprendre la pédagogie et l'andragogie, donc c'est la pédagogie de l'adulte, et je me suis lancé à mon compte. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un peu avant le Covid, mon fils a invité un pote à la maison, et je sais pas ce qu'il faisait dans la chambre, et d'un coup j'entends un gros boum. En fait, il a fait tomber, il a une enceinte colonne dans sa chambre, il avait fait tomber l'enceinte colonne. Donc j'arrive discrètement pour voir ce qui se passe. Et il y a le copain de Corentin, qui est Aurélien, hein, qui dit à Corentin, ah, ton père il va trop nous engueuler. Et là, mon fils se retourne et le regarde, il dit, mon père, il gueule jamais. Et en fait, c'est en ça que je me dis, j'ai réussi ma reconversion, je suis chez moi tous les soirs, mon fils en est ravi, et je pense que dans mon comportement, ça sent que je suis beaucoup plus épanoui que je l'ai été à l'époque. Voilà la petite anecdote que j'avais à vous raconter. J'en ai plein d'autres, hein, mais celle-ci me tient particulièrement à cœur. Cette situation-là, que tu étais précédemment, si on ne te l'avait pas fait remarquer, ou si ton fils en l'occurrence ne te l'avait pas fait remarquer, potentiellement tu ne l'aurais jamais vu. Et la situation aurait pu encore se dégrader. Et ça rejoint finalement ce qu'on disait au début sur la solitude. C'est un autre aspect de la solitude, et de l'entrepreneur, c'est que on a besoin toujours, même quand on entreprend, d'avoir quelqu'un d'autre qui est extérieur, un regard externe, qui nous dit attention, là tu as la tête dans le guidon, tu vas droit dans le mur. Ou peu importe le attention, mais avoir quelqu'un dans l'entourage qui est capable de nous dire ça, c'est hyper important. C'est ça. On ne peut pas être seul réellement. Et d'ailleurs, on voit les dirigeants anglo-saxons, parce que c'est pas trop encore le cas en France, mais les anglo-saxons, ils sont tous entourés d'une armée de coachs. Ouais. Quand on voit les Elon Musk, je parle mais même de plus en plus en France, hein, la plupart des personnes qu'on a reçues en interview ou avec qui on discute nous disent que ils se sont fait accompagner, coacher, que ce soit un coach ou un thérapeute. Ils ont tous eu un accompagnement à un moment donné qui leur a permis de... Ouais. C'est de plus en plus courant et c'est bien, c'est bénéfique parce que c'est indispensable. J'en ai entendu encore aucun jusqu'à aujourd'hui qui disent qu'il a perdu son temps ou son argent. Non. Ouais, j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas perdu mon argent, bah si, pendant le Covid, hein, j'ai perdu gros, mais c'est pas grave, on va se faire la cerise, c'est pas un souci. Alors la dernière question que je vais te poser, c'est quel est le secret de ta résilience ? Le secret de ma résilience, je pense qu'il n'y a pas de secret particulier, le tout c'est de savoir s'entourer et de savoir où on va et où on est. Et peut-être aussi d'où on vient. Regarder dans le passé, c'est pas forcément très bon, mais savoir d'où on vient, ça peut aussi ça permet un certain ancrage. Savoir où on est, c'est pour se repérer, et puis garder le cap et avoir une vision. À court terme, c'est bien. À moyen terme, c'est pas mal non plus, mais à long terme, c'est encore mieux. Voilà, donc d'avoir cette vision-là, je pense que c'est très important. Mais surtout, c'est d'avoir trouvé sa place. C'est ça, je pense, ce que je fais, comme j'ai l'habitude de le dire à mon fils, où je l'oriente pas. Aujourd'hui, il a 15 ans, il vient d'avoir son brevet. Fais ce qui te plaît. Tu veux partir en pro, tu pars en pro. Tu veux partir en seconde générale, tu fais en seconde générale. En fait, il a déjà un projet et que je le cautionne ou que je le cautionne pas, je le soutiens dans son projet. Il fera ses erreurs, je serai là au cas où il a besoin, mais c'est dans l'erreur qu'il va apprendre. Donc, est-ce que je suis à ma place ?
Bah ouais, parce que tous les matins quand je me lève, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Donc je pense que je suis exactement à la place que je dois occuper. Est-ce que ce sera toujours le cas? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Si un jour je me sens plus à ma place, je ferai comme j'ai toujours fait, je partirai et je ferai autre chose. Donc ma résilience, elle vient aussi donc, de mon entourage. Je vous ai parlé de mon fils. Il y a aussi ma partenaire, Gwen, hein, qui est toujours là. Et puis après, il y a 2 autres personnes qui me sont chères. C'est ma petite sœur Charlotte, voilà, qui est toujours aussi, avec qui j'ai 13 ans d'écart, donc elle a 30 ans. Mais elle veille au grain sur son grand frère aussi, comme je veille sur elle. Et après, j'ai aussi ma meilleure amie Annabelle qui est là pour veiller au grain aussi, de plus loin, mais elle est toujours là aussi. Donc c'est des gens que j'aime côtoyer, avec lesquels j'aime échanger. Et tous les 4 là, ils m'apportent quelque chose, autant que je leur apporte quelque chose certainement. Mais je les écoute, même si parfois, quand ils me disent des choses, je suis un peu soupolé, donc je dis non, mais je dis non, mais je le garde en moi, je le rumine jusqu'à ce qu'à un moment, je le régurgite en leur disant bon, vous aviez peut-être un petit peu raison. Un peu. Voilà, voilà. Donc, mais oui, c'est des gens qui m'entourent et qui me sont très chers parce qu'ils font partie aussi de cette résilience. Ils m'apportent cette force de résilience. Non, je trouve ça très intéressant. Moi, je voulais creuser où on vient, où on est, où on va. Est-ce que tu as un rituel là-dessus? Non, j'ai pas de rituel sur le sujet. C'est en fait, je travaille en sous-traitance avec un ami qui s'appelle Wilfried Borg, qui a plusieurs sociétés, mais qui a créé une entité qui s'appelle Créta Boîte. Il a créé Créta Boîte, c'est des ateliers en fait dans lesquels on accompagne des jeunes. Alors ça peut être très jeune, hein, parce que c'est à partir de 13 ans. Hier encore, on était sur un Créta Boîte sur des jeunes qui ont de 17 à 20, 21 ans, où on les accompagne pendant 2 jours sur quelles sont leurs valeurs, qui ils sont, etc., comme je le disais tout à l'heure. Et ils identifient une problématique qui leur tient à cœur. Et en groupe de 4-5 jeunes, ils vont essayer de trouver une solution à ça. Et en fait, avec Wilfried, il a fait appel à moi pour apporter une forme pédagogique sur le sujet. On a travaillé un peu ensemble. Et puis maintenant, chaque fois qu'il crée des ateliers, on co-anime ensemble une équipe de coachs, puisque pour chaque équipe de jeunes, il y a un coach qui est là pour les guider, les accompagner dans leur réflexion, dans la structure de leur réflexion, pour qu'ils puissent prendre conscience que même jeunes, on peut entreprendre, et même jeunes, on peut faire des choix qui vont parfois à l'encontre de ses parents, puisque notamment la base de tout ça, c'était le problème d'orientation, parce que souvent, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, eh bien, on écoute papa, maman, qui ne sont pas du tout en adéquation avec le marché, bien souvent, et avec les envies et les motivations du jeune. Laissons faire nos jeunes ce qu'ils ont envie de faire, parce que tant qu'ils ont envie de le faire, ils sont motivés et ils vont réussir à le faire. Donc, et puis on a la chance de vivre en France, où en France on peut se former, on peut se reconvertir à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de sa vie, sans dépenser des milliers et des cents, parfois même gratuitement. Donc il faut profiter de ce genre de dispositif, parce que c'est une aubaine qu'on a et que d'autres pays n'ont pas. Voilà pourquoi je fais ça. Je sais plus, j'ai dû me perdre un peu dans mes propos. Non, mais c'est un sacré projet. Tu nous en parlais tout à l'heure, il est vraiment impressionnant. Ouais. Peut-être devriez-vous recevoir Wilfried Borg, peut-être, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas, oui. Wilfried, l'invitation est lancée. Ouais, en plus, tu nous racontais tout à l'heure que les jeunes avaient des idées fabuleuses en plus. Exceptionnel. Exceptionnel. Là, on a vu des projets qui sont d'une, réalisables, réalistes, tout à fait tendance avec le côté éco-responsable, qui répond réellement à une demande du marché, sur lesquels ils ont identifié des cibles, des financements, enfin... Que demande le peuple. Et hier, avant-hier, c'était leur rentrée, et d'entrée de jeu, bam, ils vont pas en cours, deux jours d'atelier Créta Boîte, ils se sont régalés. La plupart se sont régalés, en tout cas, le retour qu'on a eu est très gratifiant. La responsable pédagogique nous a dit, vous nous avez fait gagner 3 mois sur l'intégration des jeunes. Le directeur adjoint nous a dit, rien que dans leurs yeux, j'ai vu la magie, donc merci. Donc voilà. Donc merci Wilfried pour ce qu'il fait, et merci de me donner cette place au sein de Créta Boîte, parce que moi je m'éclate. Ah bah, il faut le reproduire pour les adultes aussi. Ça arrive, ça arrive. Bon, toujours sur le sujet de la résilience, je vais refaire une parallèle avec le tout premier sujet dont on a abordé pendant le Covid. Ouais. Est-ce qu'un jour, tu as eu envie d'abandonner dans cette période difficile? Jamais. Jamais, parce que j'aime pas perdre. Voilà. Ça se voit d'ailleurs. Et non, j'aime pas perdre, donc il y a aucun moment. Il m'a fallu lâcher prise.
pour dire tu ne maîtrises plus la situation de toute façon, donc laisse-toi porter le temps qu'il faudra, et il y a un moment, tu vas retrouver pied. Donc je me suis laissé porter, ça n'a pas été simple, parce que le lâcher prise chez moi c'est pas toujours facile, mais sortie de Covid, c'est là où boum, j'ai donné l'impulsion pour retrouver une vie sociale, une dynamique, etc. Retrouver des clients, des partenaires, etc. pour retrouver une activité qui soit digne de ce nom. Mais à aucun moment j'ai eu l'intention d'abandonner. Accepter ce qui se passe et savoir qu'un jour ça reviendra. Et savoir qu'on ne peut pas tout maîtriser. Merci beaucoup. J'ai une surprise, c'est que j'ai d'autres questions à te poser. Vas-y. Alors c'est des questions du tac au tac. On ne te les a pas fait préparer justement parce que c'est le but. Hein. Okay. Donc tu réponds rapidement et tu peux compléter tes réponses. Ça marche. Donc la première question, c'est est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe? Prestataire externe. Ok. Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation? Formation. Est-ce que tu es réseau d'entrepreneurs à la cool ou réseau d'entrepreneurs cadré et strict? Super méga cool. On peut revenir sur la question d'avant? Bien sûr. Je voudrais la recadrer. Entre formation et auto-formation? Ouais, à qui ça s'adresse? À mes apprenants ou à moi? À toi. Alors là, j'aime beaucoup suivre des formations présentielles. La dernière que j'ai faite d'ailleurs sur l'optimisation d'apprentissage de la génération Z, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais en même temps, je suis autodidacte sur pas mal de sujets, donc j'aime m'auto-former aussi. Je ne saurais pas choisir. D'accord. Tu fais les deux en fait. Je fais les deux. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas non plus passer ces heures entières en formation et que par contre avoir un livre le soir, ça c'est possible. Non, pas un livre, non, la journée. Le soir. Téléphone et email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? C'est ni un ami ni un ennemi. L'email est souvent fait pour travailler, donc c'est aussi mon gagne-pain, donc pas de souci. Le téléphone, indispensable. Voilà, c'est un assistant personnel, un assistant de vie, un assistant professionnel. C'est mon doudou. Donc plutôt ami. Plutôt ami, ouais. Alors, est-ce que tu es plus journée type ou chaos organisé? Alors, c'est très varié. Quand je suis en formation, quand je dispense des formations, c'est plutôt journée type avec un petit bordel organisé à l'intérieur quand même. Parce que j'aime travailler sur les capacités d'adaptation, notamment dans le commerce. Faut savoir s'adapter en permanence à ses clients. En technique de recherche d'emploi, c'est pareil, on ne sait pas qui on va rencontrer, donc il faut savoir s'adapter. Donc il y a un certain chaos dans mes formations, mais toujours un chaos organisé sur lequel il y a quand même un fil conducteur. Voilà. Et en dehors des formations? En dehors des formations, c'est un peu pareil. Je sais cadrer les choses, par exemple, à l'avance pour dire, voilà, je sais où je vais planifier les choses. Mais il y a toujours une petite part d'improvisation, parfois, où ça peut être un peu le chaos. D'accord, donc on revient à je sais où je suis, où je vais, comme tout à l'heure. Okay. Et du coup, une autre question, alors qui ne fait pas partie de la liste que j'ai, mais est-ce que tu as une routine particulière au quotidien ou à la semaine? Alors j'ai une routine impérative, c'est déjà quand je me réveille le matin, je mets mes lunettes, sinon j'y vois pas à 3 mètres devant moi. J'aime embrasser ma femme en premier, embrasser mon fils pour le réveiller. Il met pas son réveil, c'est papa qui le réveille. Donc voilà, non, après j'ai pas de routine particulière. Chaque jour est différent. Il y a des jours où le matin je vais boire un café au petit déjeuner, puis un jour ça va être un thé, puis un jour où je vais pas déjeuner du tout, je vais déjeuner sur la route ou je ne sais pas. Je me laisse porter par l'envie du moment, parce que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de vivre, donc par l'humeur, donc j'ai aucune routine particulière. Question suivante. Oui. Est-ce que tu es plus lecture, vidéo ou podcast? Alors lecture, surtout pas, si ce n'est pour lire des documents. Tout à l'heure tu me parlais de lire un livre le soir, alors c'est vraiment, je suis l'antithèse de tout ça. Je ne lis jamais, si ce n'est des documents pour moi m'apprendre des choses, des documentaires, etc. sur un sujet, un thème particulier. Les podcasts, je suis pas super fan pour l'instant. Je suis pas encore entré dans le truc parce que j'y trouve une certaine, comment dire, c'est toujours un petit peu bof. On interview, il y a pas de rythme, il y a pas de machin. Et j'aime quand c'est rythmé, moi. Donc je me suis pas encore bien mis au podcast. Donc je serai plutôt vidéo. Ça marche. Est-ce que tu es plus sport ou art? Sport. Sport, parce que l'art,
J'ai la chance d'habiter à côté du musée Ingres à Montauban, qui a été rénové il y a quelques années. Et comme j'aime ma région, mon département, ma ville, j'ai revisité pour la énième fois le musée Ingres. J'ai beau le visiter, le revisiter, la peinture, ça me laisse mais complètement indifférent. Alors après, j'aime une certaine forme d'art, j'aime beaucoup la musique. Ce que fait ma femme, par exemple, c'est juste, quand je l'entends chanter en prestation, je suis juste, voilà, que je zabade. J'adore la musique, le chant, mais après, le cinéma aussi un peu, mais je suis pas grand connaisseur, donc de loin, le sport. Est-ce que ton entourage, et quand je parle entourage, c'est principalement en fait les amis, est-ce qu'il a évolué, il a changé depuis que tu es entrepreneur? Considérablement. Considérablement, oui, En fait, on fait le tri dans les amis qui sont là pour juste pour passer un bon moment, les amis qui sont là pour profiter, etc. Et puis les amis qui sont là et quand ça va pas, ils le savent, ils le voient et ils sont là. Et j'ai voilà de nature tendance à donner beaucoup de ma personne à tout le monde d'ailleurs. Hein. J'ai un côté altruiste. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me rapporte. J'ai limité un peu cet altruisme en étant un petit peu plus égoïste parce qu'il y a des gens qui reçoivent et qui ne donnent jamais. J'attends rien forcément en retour, mais sachons donner avant de recevoir. Mais quand on fait que donner, qu'on reçoit jamais, il y a un moment ça peut poser problème. Et oui, donc mon entourage a évolué et j'ai autour de moi des gens qui savent autant donner que recevoir, donc c'est des gens bien. En fait, ça me fait penser aussi, parce qu'on a eu dans les autres interviews des personnes qui nous expliquaient que se lancer en tant qu'entrepreneur, parfois on peut même entendre dans l'entourage beaucoup de freins, du genre t'es sûr de toi, c'est risqué, tu te rends compte à un enfant qui est pas très... Alors moi j'ai connu ce genre de freins il y a de nombreuses années, et puis quand j'ai tout plaqué pour m'orienter vers la formation, où je savais que mon salaire allait être divisé au minimum par 3 ou 4, donc tout le monde m'a dit mais t'es fou, t'avais un bon salaire, t'avais toujours les dernières voitures de fonction, un ordinateur, un portable, un machin, des vacances, etc. Là t'as jamais de vacances, tu bosses pendant tes vacances, tu bosses pendant tes week-ends, tu gagnes des clopinettes. Non, je gagne pas des clopinettes, je gagne parce que je me considère encore comme débutant, même si j'ai quand même quelques années d'expérience maintenant, mais je me remets en question tous les jours, mais je gagne beaucoup moins qu'avant. Et alors? Est-ce que je suis moins bien qu'avant? Ah non, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Donc, voilà, ce sont leurs limites à eux, leurs freins à eux, dont il nous faut pas en tenir compte. Voilà, je me souviens, le 8 août 2000, quand j'ai appris à mes parents et ma grand-mère que finalement, après le BTS, je vais pas m'orienter dans l'industrie comme c'était prévu, et je vais partir à Angoulême. Donc moi, je suis originaire d'Amboise, en Indre-et-Loire. Je vais partir à Angoulême préparer un master de commerce en alternance. Et leur réaction a été, tu vas devenir un bandit, un VRP, un arnaqueur, c'est ça que tu veux? Et en fait, ils me faisaient part de leur propre limite de représentation, parce que un commercial, c'est pas un arnaqueur. Il n'est pas là que pour faire du chiffre, il est là pour apporter des solutions à des clients, s'il veut que ses clients reviennent. Donc moi, j'ai une vision du commerce qui est complètement à l'opposé de ce qu'ils pouvaient penser. La caricature du vendeur de tapis. Exactement. Et le commerce ne veut pas forcément dire commerce non plus d'ailleurs. Oui, voilà. Donc non, pour moi, le commerce, c'est un vrai partenariat. En plus, ça a été un jeu pour moi d'apporter des solutions techniques et parfois financières à des clients, où on devient un partenaire. Des clients doivent être des partenaires durables. Donc c'est comme ça que je vois le commerce. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit c'est pas grave, je vais quand même partir, je déménage le 16. Donc c'était 8 jours plus tard. Et donc ils l'ont pas bien pris. C'est pas voilà. Mais en tout cas, j'ai pris leur remarque comme leurs propres limites, pas les miennes. Et je me suis j'ai jamais pris en compte les considérations extérieures sur une forme limitante, quoi. Voilà. Je pense que ça fait partie aussi de ta résilience, d'une certaine manière. C'est possible. Parce que justement, le fait de savoir filtrer les freins, tes propres freins, des freins des autres, des croyances des autres, ça te permet du coup d'avancer et de pas forcément te faire limiter par ça. C'est ça. Bon, on a fini. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance? Compliqué, parce qu'il y en a tellement, les conseils. La première chose à faire. La première chose à faire, il faut s'en mettre courage. Il faut bien dormir avant de se lancer, parce que c'est usant, éreintant. Par contre, c'est super épanouissant. Il faut
Non, je vais reprendre ce que m'avait dit mon formateur en formation de formateur. Sans avoir la prétention de devenir le meilleur, il faut surtout travailler son réseau. Je me souviens, donc il s'appelle Francis Picard. J'aimerais bien le retrouver, Francis Picard, mon formateur de l'AFPA à l'époque. Il nous avait dit, mais il s'adressait à moi à l'époque, Hervé, tu peux être le meilleur formateur du monde, le meilleur pédagogue du monde. Si tu n'as pas de réseau, tu auras toujours des difficultés à trouver du boulot. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit si je suis le meilleur? Bon. Mais tu peux être un pédagogue très moyen, voire même mauvais. Si tu as un grand réseau, tu auras toujours du travail. Et comme je n'avais pas la prétention de devenir le meilleur pédagogue du monde, je me suis dit, je vais peut-être commencer à travailler mon réseau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon réseau, notamment les réseaux sociaux. Et sorti de Covid, j'ai compris qu'il fallait que je développe aussi mon réseau d'entrepreneurs réel et non pas celui qui est derrière les écrans. Donc voilà, ce qui me permet aujourd'hui d'apporter on va dire, c'est un vivier, un carburant quotidien pour trouver de nouvelles missions, de nouveaux partenaires, etc. Donc mon conseil, ce serait, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, travaille ton réseau. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver justement sur ces fameux réseaux? Alors, on peut me trouver sur LinkedIn, on peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur Instagram, on peut aussi me trouver sur TikTok et bientôt, j'aurai un site internet. Oui, je fais partie des rares à ne pas encore avoir de site internet. Donc, il s'appellera formation2h.com. Donc, ce sera pour très bientôt. Donc, dans tous les cas, dans la description du podcast et de la vidéo, on mettra tous ces éléments-là pour que les gens puissent te retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Bouchra pour votre accueil. Et à bientôt. À très bientôt.